Claude, Bonjour Claude. et merci d'avoir accepté de participer au congrès Vers l'amour conscient organisé par l'Université de l'amour. Je voudrais juste consacrer quelques mots rapidement à te présenter et puis tu compléteras parce que tu sais ça mieux que moi. Tu as démarré ta carrière comme professeur d'éducation physique et sportive dans un lycée professionnel. Et puis, ça a duré 20 ans. Et puis, à un moment, on t'a proposé d'être préparateur mental pour une équipe en e-sport, c'est ça? Et puis, je ne sais pas exactement comment, mais tu t'es retrouvé à suivre un stage de couple Imago. Et là, tu as eu une espèce de eureka. Tu avais, tu avais trouvé vraiment quelque chose dans cette méthode de thérapie relationnelle conçue d'abord pour les couples. Et ça a changé ta vie puisque tu es devenu thérapeute imago, superviseur, animateur de stage et récemment l'auteur d'un livre magnifique dont on va beaucoup parler dans cette interview qui s'intitule Réenchanter son couple grâce à la thérapie imago ou grâce à la méthode Méthode. imago. Voilà. Euh, voilà. Alors, je te présente là comme ça en quelques mots très rapides, mais qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Et dire déjà que j'ai adoré être professeur d'éducation physique pendant 20 ans. Je pense que je ne pouvais pas faire autre chose. Je rêvais de ça depuis tout petit quand j'avais vu mon prof de gym. Et j'étais à ma place pendant quelques temps. Et puis à un moment donné, je tournais en rond. Je sentais que mon âme me demandait de faire d'autres choses, mais j'aurais pas changé de métier pour rien au monde. Dans le sens, j'avais peur de la vie. J'étais resté prof parce que l'école, je connaissais. Donc, je suis resté dans quelque chose qui me sécurisait. Puis j'ai eu un grave accident de la route qui m'a immobilisé 1 an à l'hôpital. Et là, j'ai rencontré des personnes qui m'ont proposé d'être préparateur mental parce que j'étais juste en train de commencer, tout en étant à l'hôpital pendant 1 an, je commençais une formation de relaxologue et de préparation mentale. Et donc, j'ai rencontré quelqu'un de ma promo qui m'a proposé d'être préparateur mental de l'équipe de France de cyclisme en e-sport. Et c'est vrai que j'ai fait ça, j'ai fait relaxologue, j'ai fait thérapeute psychocorporel, j'ai fait beaucoup de métiers en même temps que prof. Et j'ai démissionné en 2009 quand j'ai commencé la formation Imago. Et Imago, je l'ai découvert en 2006, comme tu disais, c'est si bien, oui, j'ai eu des frissons. Et quand j'ai des frissons, ça veut dire pour moi qu'il se passe quelque chose dans ma vie, il y a des transformations. Quand j'ai entendu changer le monde, un couple à la fois, dans un stage de couple où j'ai été tracté par ma partenaire de force presque, parce que moi j'avais peur de tout, de toute façon j'avais peur de tout. Et j'ai adoré, je me suis senti en sécurité comme jamais. Et là, je me suis dit, peut-être qu'un jour, je vivrai le couple d'une manière plus sereine. J'avais trouvé vraiment quelque chose qui me parlait, mais à 1000%. Donc, c'est pour ça que après, j'ai pensé que j'ai été imago. Après, c'est ça qui a été le. Aujourd'hui, je suis encore, je fais des séminaires de gestion du stress partout en dom-tom et tout ça à La Réunion, mais c'est 10% de mon activité. Je suis essentiellement thérapeute de couple aujourd'hui, superviseur et auteur depuis peu. Oui. Alors Claude, est-ce que tu peux nous présenter la méthode Imago en quelques mots? Et oui, en quelques mots, vous qui connaissez aussi, je vais dire avec mes mots qui me viennent là. Bien sûr, ça vient d'Arvil Hendricks qui a fait la préface du livre aussi. Arvil et Hélène, sa femme, les deux. On est à deux dans un couple, c'est eux deux qui l'ont créé. Et c'est dans les années 80 aux États-Unis. Et c'est une méthode qui, pour moi, imago, ça veut dire l'image qu'on imprime en nous. Déjà, le mot imago, c'est l'image qu'on imprime en nous, enfants, de ce qu'on a observé. C'est des caractéristiques positives et plus difficiles ou négatives. J'aime pas le mot négatif, mais voilà, que nous, on a imprimé comme négatif de nos parents ou des personnes qui se sont occupées de nous, enfants. Et cette méthode et cette thérapie, on travaille beaucoup sur l'enfant intérieur, pour moi. C'est-à-dire qu'on se connecte. Ce qui est vraiment différent des autres, c'est que dans cette thérapie, on est face à face, les mains dans les mains, les yeux dans les yeux. C'est le couple qui travaille. Le thérapeute, il est là juste pour faciliter un processus, pour mettre la sécurité et pour, voilà, bien sûr, être présent. Mais c'est vraiment le couple qui travaille. C'est ça que j'ai adoré. Il y en a un qui parle, il y en a un qui fait le miroir. On va certainement reparler. Et, voilà, si vraiment en 2 mots, c'est ça. Et on est dans une bulle vraiment sécurisée, dans un petit laboratoire de couple
matérialisé par un petit pont que l'on crée, un petit pont bien sûr virtuel, mais qu'on crée et qui est vraiment réel quand on est dedans, où on apprend à écouter l'autre vraiment dans son monde. Et quand on parle que de soi. On parle pas de, on ne critique pas. Voilà, on va parler des concepts de, on prend 100% responsabilité de ce qu'on vit et on va vers le zéro négativité, 0% de négativité. Mm. On va en dire beaucoup plus, c'est ça qui me vient. Superbe. Alors, moi, je voudrais citer un petit passage de ton livre. C'est pas évident parce que d'abord, il y en a plein que j'ai envie de citer. Donc ça, c'est la première chose. Il a fallu choisir. Et ensuite de ça, il a fallu faire court alors que j'avais envie de tout lire. Donc c'est un petit peu tronqué. Mais tu écris, l'amour, en fin de compte, est une pratique et je dirais même une décision. La décision de pratiquer le consentement, d'être présent, de pardonner et d'exposer son cœur dans un mode vulnérable. L'amour est un voyage, une exploration. Le couple conscient est farouchement déterminé à être sur ce mode de réalisation de l'amour. Et grâce à ce dévouement de l'un et de l'autre, l'amour se manifeste au quotidien dans la relation d'une façon qu'il n'aurait jamais imaginée auparavant. Alors j'aime énormément cette définition de l'amour comme une décision et une pratique à la fois. Et, euh, et je voulais te demander en quoi la méthode Imago permet de vivre l'amour conscient au sein du couple. Quand tu lis le passage, je me dis, j'ai écrit ça, moi. Et tu as écrit plein d'autres trucs Ah oui, magnifiques. oui. Hein. Génial. La journaliste, hier, elle me disait qu'il y avait trop de choses, qu'elle ne savait pas, qu'il fallait que je décide de quoi je voulais parler. Il y avait trop de sujets. Et voilà, j'ai écrit vraiment avec le cœur, vraiment au jour le jour. C'est amusant, hein, parce que tu m'offres un miroir intéressant là. En quoi la méthode Imago, en tout cas le dialogue Imago, permet de réactualiser la conscience dans l'amour? C'est ça, l'amour conscient, permet de développer l'amour conscient. C'est ça la question. Ah, tout à fait. Pourquoi? C'est vrai que cette pratique, plus que. Parce que j'ai fait beaucoup de thérapie de couple et j'ai jamais été satisfait. Je ne dis pas que c'était inutile, mais je n'étais pas satisfait. Parce qu'on traitait le problème et le problème, il se déplaçait après ailleurs. Et le problème n'est jamais le problème. C'est déjà ça. C'est-à-dire que la conscience, c'est de comprendre qu'à chaque fois qu'on critique le partenaire, mais même quand on fait une appréciation, eh ben, c'est juste des choses qu'on projette de notre histoire. C'est-à-dire, je vais critiquer quelque chose qui est en moi ou qui a été blessé en moi ou quelque chose que j'ai mis dans mon congélateur. Et les dialogues Imago permettent d'aller voir ces parties-là en dessous du problème. C'est-à-dire, il y a un problème, mais on va aller voir c'est quoi les sentiments que ça crée et qu'est-ce que ça crée et qu'est-ce que ça touche de notre passé. Parce que c'est toujours, et là je peux le dire avec l'expérience, ce n'est pas de la théorie, je vois dans toutes les séances, c'est tout le temps lié à l'enfance et à des besoins non satisfaits d'enfance quand on est blessé, entre guillemets, ou frustré ou déclenché par notre partenaire. Mais pareil, quand on aime quelque chose chez le partenaire, moi je vois tout ce que j'aime chez les femmes, ben, c'est des choses que j'ai en moi et aujourd'hui je peux le voir puisque j'ai cheminé. Puis il y a aussi des choses que je n'ai pas, qui sont dans mon congélateur, mais qui sont des valeurs que j'ai. Donc c'est vraiment intéressant, c'est en ça que le dialogue, le fait de parler de soi, d'être connecté, d'avoir quelqu'un qui nous fait le miroir, waouh, ça crée vraiment un petit pont et ça crée une écoute. Puis après, il y a ce qui est la validation, l'empathie, le fait de valider l'autre dans ce qu'il ressent. Ça crée vraiment de la conscience de ce qui se passe réellement dans notre relation, aussi bien quand c'est beau que quand c'est difficile. Alors, Claude, moi, j'ai adoré ton livre. Je le trouve. On cherchait des mots-clés ce matin et on est tombé sur 3 mots-clés. Limpide, sincère. Il y a beaucoup de passages où tu parles de ton expérience personnelle. Donc, c'était sincérité, limpidité, et puis c'était quoi le troisième C'est mot? toujours pareil, il suffit qu'on parle 3 mots pour en oublier au moins. Moi, j'avais dit direct, Ouais, direct. clair Ouais, et sincère. ouais, Voilà, ouais. direct, clair et sincère. Authentique. Alors, il est fait en 2 grandes parties.
D'abord, une partie, explicative, de connaissances, sur le couple, et puis une deuxième partie que tu as appelée cahier pratique. Et moi, ce que j'ai apprécié, dans cette deuxième partie, c'est que tu apportes aussi des explications. En fait, tu entres pas directement dans le dialogue, et ça, j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'il y a quand même, toute une enveloppe autour des exercices que je trouve très efficace, très bien expliqué, en fait. Si je prends un exemple, on va prendre la lutte de pouvoir. Sortir des luttes de pouvoir, il y a toute une partie explicative, des petits encadrés gris qui ressortent bien, qui font ressortir une bonne thématique. Ensuite, mon expérience personnelle et après l'exercice. Donc, je trouve que cette manière, un peu comme un entonnoir, hein, où tu poses les choses et puis tu arrives à l'exercice tranquillement, je trouve que c'est super limpide. Enfin, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé la lecture de ton livre, et j'aurais voulu t'entendre sur le titre que je trouve léger, que je trouve qu'il apporte une petite note magique comme ça avec la notion d'enchantement. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu du titre, Réenchanter son couple grâce à la méthode Imago? Écoute, déjà, merci pour les compliments, ça me touche beaucoup. Euh, les mots que vous avez dit, c'est ce que j'ai voulu déjà faire passer. Il y a le mot simplicité qu'on me dit souvent, et ça j'aime bien parce que j'ai envie de rester simple, que tout le monde puisse se retrouver. Il y a même ma mère qui ne lit jamais, qui est italienne et qui me dit mais je ne lis pas, je comprends rien. Et là, elle m'a dit j'ai tout compris, et elle l'a déjà offert à toutes ses copines, 80 ans. Hein. Ça me fait rire, ça me fait vraiment sourire. Déjà, ce que j'ai envie, c'est de rendre ce qu'on dit à César, ce qui est à César. Déjà, le livre, j'ai été aidé par Sandra Loger, qui est une souffleuse de livres, qui m'a aidé à structurer. Parce que moi, avec mes idées qui vont dans tous les sens, j'avais besoin de quelqu'un qui canalise, qui m'aide à faire le plan. Et la maison d'édition, franchement, j'ai eu 4 personnes à tour qui m'ont vraiment aidé à le mettre, tu vois, sous cette forme-là. C'est la forme que j'avais envie, mais ils m'ont vraiment aidé, et je les remercie parce que je sais que c'est pas toujours ça dans les maisons d'édition. Mais moi, en tout cas, chez Erol, j'ai été comblé. Je suis pas pour faire de la pub, mais j'aurais pas réussi à écrire, je pense. Je me suis senti soutenu. Quand je pensais qu'il y avait quand l'imposteur venait, ils étaient là pour me dire, pour me soutenir. Et le titre, on l'a fait ensemble aussi, parce que dans les maisons d'édition, et on a vraiment. Et puis tout de suite, quand ce mot est venu, on était tous d'accord. Il y a quelque chose de réenchanté, moi qui fais de la biodanza, tu vois, ça parle de réenchanter, le mot chanter, mais je vois de la danse dans le réenchanter. Il y a quelque chose de fluide, le chant, la danse, qui sont des passions que j'ai. Ça me parlait vraiment. Et chanter le couple, il y a quelque chose de la joie que moi je n'ai pas connu dans mon enfance, dans le couple de mes parents par exemple aussi. La joie, je ne l'ai jamais vu. Donc réenchanter le couple, c'est ça qui m'a c'est après coup que j'ai pu comprendre pourquoi ça me plaisait autant. Et puis, c'est ré, j'ai bien aimé le ré aussi, on l'a mis entre parenthèses, parce que c'est aussi enchanter son couple pour les jeunes couples qui liront le livre, les jeunes couples ou les couples jeunes, qu'on ait 20 ans ou 70 ans. Euh, et c'est réenchanter pour les couples de longue durée qui sont ensemble depuis longtemps. Et puis comment on fait pour remettre de l'énergie et refaire euh, réémerger toutes ces hormones de plaisir. Ce matin, je lisais un petit post de notre amie Marion, facilitatrice Imago, et qui expliquait le bonheur et tout ça, l'ocytocine, comment on faisait. Puis je trouve ça merveilleux, voilà, des choses simples. Comment on fait pour remettre de la joie dans la relation? Parce que s'il y en avait au début, c'est pas parti. On ne perd pas l'amour dans une relation. De ce que j'expérimente aussi dans le travail et pour moi-même, c'est qu'on perd la connexion. Donc, comment on fait pour se reconnecter et remettre de la joie et remettre de l'ocytocine, de la vasopressine, de toutes ces hormones que l'on connaît maintenant et que dont j'explique pas mal dans le livre aussi. Alors justement, Claude, d'abord, merci de mettre en lien ce titre, la connexion, le chant, la danse, la vie, quoi. On sent qu'il y a vraiment beaucoup de vie dans ce que tu insuffles dans ce livre. Et c'est vrai que c'est un livre qui, euh, qui est dynamique, qui est aussi porteur d'espoir, quoi. Enfin, qui est très positif et très agréable à lire. Et alors, comment on fait justement pour réenchanter son couple
quand on est un couple en difficulté? Alors, par exemple, je sors d'un stage de 3 jours. Là, je suis dans le sud de la France et depuis 2 ans, je n'avais pas envie d'animer. Puis là, quand j'étais en contact avec ces couples qui vivaient des grosses difficultés, même si le stage est fait pour des couples pas au bord de la séparation, parce que là, c'est une thérapie, je vais y revenir, mais de voir la transformation en 3 jours et puis de revoir des couples repartir en lune de miel alors qu'ils étaient au bord de la séparation, déjà, c'est ça qui me touche aussi beaucoup, de voir comment ça peut se faire rapidement, même si ce n'est pas gagné. Après, on le dira, hein, c'est un travail de tous les jours et c'est des dialogues à faire régulièrement. Il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de baguette magique. Nous ne sommes pas des sorciers ou des magiciens. Euh, pour moi, comment on fait, c'est ce dialogue imago c'est se mettre au travail. Alors le travail, j'aime pas trop ce mot-là, c'est se mettre en jeu, en jeu, c'est le jeu plutôt. Mais c'est vrai que c'est jouer la relation. Et c'est à travers des dialogues et quelques exercices aussi en plus des dialogues. Mais le dialogue de base, c'est le dialogue intentionnel imago que j'ai appris et qui permet vraiment de se connecter avec le cœur. Quand on a des difficultés, c'est ce qui est intéressant, c'est de voir que déjà faire prendre conscience au couple que quand ils ont des difficultés, ils veulent la même chose, mais ils n'ont pas la même façon de vouloir y arriver. Ce qu'ils reprochent aux partenaires, c'est lié aussi à des choses qui existent chez eux. C'est-à-dire qu'on est blessé dans le couple, très souvent, on est blessé au même stade de développement de l'enfance et au même endroit. Un enfant qui a vécu la solitude dans sa famille enfant va rencontrer une personne qui a aussi vécu de la solitude. Puis c'est eux qui se rendent compte quand ils tombent amoureux. C'est les petits-enfants qui reconnaissent ça, puis qui savent qu'ils vont être des bons amis de jeu, des bons partenaires de jeu, avant les adultes. Et donc, c'est vraiment de prendre conscience que voilà, ce qu'on reproche aux partenaires et le fait que par moment on est adversaire, c'est de prendre conscience que le but du jeu, c'est d'apprendre à être partenaire plutôt qu'adversaire. On veut la même chose. Et c'est systématiquement ça. On veut vraiment la même chose. Mais on est tellement différents, déjà les hommes et les femmes, mais tous les êtres sur Terre, on a tous nos particularités. Donc le but, c'est de trouver une méthode qui nous permette de passer, de se rejoindre, parce que la plupart du temps, on se parle, on est là. On ne se rejoint pas. Je vais faire une grosse généralité, hein, mais c'est quand même 90% des hommes encore aujourd'hui, même si je trouve que les hommes sont de plus en plus en chemin. Euh, J'ai des prétentions, on en a deux là, juste là, mais on est pas mal. On est de plus en plus. Moi, j'en rencontre de plus en plus et ça me touche. Mais nous, on est assez rationnel. On vient d'un monde où on exprime moins les émotions en général, je dis bien. Et puis, on va parler plus au niveau de la tête. Et souvent, et puis on va même faire des concepts. Et puis, la femme, elle va être plus émotionnelle, ou en tout cas, un des deux partenaires, on va dire, est plus émotionnel. Donc là, on est plus ici, si on le voit bien. Et le but du dialogue, c'est de ramener les deux, mais au niveau du cœur. C'est un plus au niveau des émotions plus bas, un au niveau de la tête, et on va les ramener tous les deux à parler la même langue. Moi, c'est l'image que j'ai à chaque fois. Quand j'ai un couple, c'est j'essaie de les ramener au même niveau de communication, et le dialogue est fait pour qu'on reste tout le temps avec les phrases je t'entends dire, on vérifie, je t'entends dire ça, est-ce que c'est bien ça? Et on vérifie. Et rien qu'en vérifiant, on vérifie qu'on est toujours branché sur la même onde, sur les mêmes ondes. Pour moi, c'est ça. Il y a plein de choses à faire, bien sûr, mais ça, c'est la base de se parler. Et se parler sur ce mode-là, ça ne veut pas dire qu'on va se parler tout le temps comme ça, c'est régulièrement se donner des rendez-vous. Et aussi, c'est pas dans la cuisine, c'est dans un petit espace qu'on appelle l'espace sacré du couple. 2 chaises, face à face, 2 chaises qui sont consacrées rien qu'à ça. Ou un espace de la maison ou de l'appartement, même s'il est petit, c'est dédié rien que ça. Quand on s'assoit sur les chaises, on sait qu'on rentre dans un espace où il n'y a pas de téléphone, pas d'enfant, on met le mode avion. Et ça c'est une clé aussi. Mais en même temps, il doit y avoir des obstacles au réenchantement. Euh, Ben oui. Parce que là, tu nous parles d'un truc qui est un peu idéal, mais concrètement, quand un couple vient de voir, puis qu'après, tu reviens de voir en disant, ouais, mais quand même, c'est pas si facile de faire un dialogue ou de, je sais pas, qu'est-ce que tu peux dire pour les aider? Merci Guillaume, merci beaucoup de cette question. Parce que tu as raison, je sais que je suis un enthousiaste, alors j'ai l'impression que je donne l'impression que c'est facile. Ben, si c'était facile, moi-même, je serais en couple depuis 20 ans. Et voilà, donc je sais bien. Comme on dit, je répète souvent, c'est la même chose, mais même aux journalistes, mais en psychosociaux au Québec, quand j'ai fait ma fac de psychosociaux,
la première chose qu'on nous dit, c'est qu'on enseigne ce qu'on a le plus besoin d'apprendre. Voilà, j'ai tout dit concernant pour moi, je rentre complètement dans ce cadre-là. C'est pour ça que je fais ce métier-là, sinon je ferais peut-être autre chose. Puis si je continue, c'est que j'ai toujours pas compris grand-chose, mais en tout cas pas tout. Voilà. Et les couples, qu'est-ce qui se passe de ce que j'observe, c'est qu'ils n'arrivent pas à faire les dialogues. C'est pour ça que j'ai fait ce livre-là. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fini, je me rends compte que le livre, il est vraiment super pour les couples qui ont moyennement de la difficulté, qui ne sont pas au bord de la séparation, et pour les couples qui viennent en thérapie et dans l'après. Je trouve que ce livre accompagne parce qu'il reprend tous les exercices que je fais moi dans mon cabinet, virtuel, ou maintenant c'est plus virtuel qu'en présence, parce que je travaille beaucoup par Zoom, mais c'est qu'ils ont des difficultés à se sentir assez en sécurité pour faire les dialogues. C'est pour ça que moi, je fais pas mal de séances et le couple, je leur dis quand ils sont prêts, et puis même s'ils veulent arrêter avant, ils arrêtent avant, mais à un moment donné, ils vont revenir parce qu'ils se rendent compte qu'ils n'arrivent pas à faire les dialogues à la maison. C'est ça le plus gros obstacle dans... Mais ce n'est pas seulement la méthode Imago, hein, pour moi, c'est tous les couples. Si les deux ne s'engagent pas, tu vois, tu parlais de la décision dans le passage que tu me lisais, oui, l'amour, c'est une décision. C'est la décision que on se fasse un dialogue toutes les semaines, d'1 heure. Et pour les couples qui disent que c'est beaucoup, ben, on est bien capable de travailler 40 heures. Pourquoi on ne peut pas consacrer 1 heure à la relation connectée? Pourquoi être en couple alors? Pourquoi on se lève? Pourquoi on a une hygiène corporelle? Tous les jours, on va se laver, on se prend une douche, on se lave les dents 2 à 3 fois par jour. On ne se pose pas la question est-ce qu'on va se laver les dents? On le fait. Et bien pour moi, le dialogue, ça serait une hygiène relationnelle indispensable pour, pour pouvoir ne pas se perdre. Il y a d'autres exercices comme la vision du couple, on pourra en reparler, mais si on évolue d'un côté et si, je veux dire, si on ne se connecte pas régulièrement, c'est imperceptible, on s'éloigne, et un jour on devient des colocataires. Il y a une hygiène relationnelle à avoir. Et si les deux ne s'engagent pas concrètement là-dedans, ça ne fonctionne pas sur du long terme. Et moi, je pense que j'ai été longtemps incapable de m'engager. Et c'est ça qui a fait beaucoup. Alors, ça, c'est ma partie à moi. On est toujours à deux, on est 100% responsable. Mais pour ma partie à moi dans mes relations, très peur de l'engagement et la peur que l'autre voit quel monstre je suis ou plein de raisons. Juste que ça fait penser à un autre sujet. Là, je pars dans tous les sens à cet endroit-là, mais c'est l'amour de soi d'abord. C'est-à-dire que si je m'aime pas, moi je m'aimais pas, comment je veux qu'une autre personne m'aime si moi-même je m'aime pas? Donc j'ai appris beaucoup à comment m'aimer, comment être un bon partenaire pour moi-même. Ça c'est aussi une clé pour moi. C'est pas ce qui se dit tout le temps, mais et c'est des grands mots. Comment on fait pour s'aimer? On peut en parler aussi après, mais voilà, il y a plein de sujets. C'est vaste le couple, c'est pas si évident comme tu dis, mais la clé c'est un dialogue pour moi par semaine, une hygiène vraiment relationnelle à avoir. Et c'est vrai que tu disais, mais c'est facile à faire. Si les couples n'y arrivent pas, maintenant il va y avoir le livre où je donne toutes les explications des variantes, de comment on fait, comment. Donc il n'y a plus d'excuses, j'exagère un peu, mais et si ça, c'est pas suffisant, ça veut dire qu'il y a besoin encore d'aller soit faire un travail personnel parce que on a l'impression que quoi qu'on fasse, on n'est jamais adéquat, tout ça. Ça demande aussi un travail personnel, ça c'est mon opinion. On va bien aller voir le médecin quand on est malade. Pourquoi on va pas voir des personnes qui nous aident? Et c'est pas parce qu'on est malade ou on a des problèmes psychologiques, c'est juste qu'on nous a pas appris enfant, ni dans nos familles, ni à l'école, à bien communiquer et aussi à être une personne intègre, authentique. Des fois, on dit bien, il ne faut pas tout dire dans une relation. Tous les mots qu'on a dans notre langue française, il y a plein d'expressions qui expriment, qui montrent combien l'authenticité n'est pas prônée, n'est pas valorisée. Alors que tout ce qu'on ne dit pas dans la relation, c'est ça qui nous éloigne. Dès qu'on ne veut pas dire quelque chose parce qu'on a peur que l'autre le prenne mal, il va mal le prendre et puis ça ne vaut pas le coup. Dès qu'on ne le dit pas, à un moment donné, c'est cette chose-là qu'on n'a pas dit de toute façon qui va nous éloigner. Donc voilà, c'est ça. Et les couples qui n'y arrivent vraiment pas, pour vraiment clôturer ça, ben, moi, je les invite vraiment à aller se faire aider par un thérapeute Imago parce que c'est la méthode que j'encourage. Et moi, j'ai fait toutes les thérapies possibles ou méthodes possibles. C'est la seule qui mette assez de sécurité pour oser se montrer vulnérable. Parce que pour aller dans les vulnérabilités,
c'est se sentir en sécurité. Je n'en connais aucune, pourtant je lis beaucoup, je suis aussi un cerveau qui va dans tous les sens, en arborescence, mais cette méthode-là, vraiment, je trouve qu'elle permet pour les gens qui ont besoin de sécurité, qui ont besoin d'oser parler, je pense notamment aux hommes, les hommes adorent cette pratique. C'est eux qui demandent à rester souvent. C'est les hommes qui disent ah, j'aime bien, genre, bon, je suis un homme aussi, je pense que ça aide, mais voilà, pour être complet, plus ou moins complet. Très complet. Dans ton livre, tu parles des différentes étapes de la relation, euh, la lune de miel, période de conflit, conscientisation, pacification. Tu peux nous en dire un peu plus? Oui, je vais même en dire un peu plus que j'ai mis dans le livre parce que le livre ne pouvait pas faire plus de 250 pages. On a dû enlever beaucoup. Donc, je ne peux pas tout mettre. J'ai mis les choses essentielles, pour moi en tout cas. En fait, les étapes de la relation, il faut voir ça comme une spirale. On en parlait avec les couples ce week-end. C'est-à-dire que ça, je ne le dis pas qu'elles existent à tout moment dans la relation et elles reviennent. Je veux dire, on passe par toutes les étapes, je ne sais pas combien de fois, sur 30 ans, 30, 40 fois, mais c'est vraiment une spirale. C'est-à-dire qu'il y a toujours un moment où on se rend compte, par exemple au début de la rencontre, où on est dans la période romantique, là où les hormones font tout leur effet, où tout est beau, la lune de miel, ce qu'on appelle, qui dure entre un jour et 3 ans, comme le dit la littérature, mais c'est l'amour hormonal, en fait, c'est l'amour, c'est une partie de l'amour, mais ça ne fait pas partie de l'amour conscient. Justement, celui-là, il est plutôt inconscient, en général. Et plus on met de la conscience, moins il va durer longtemps. Donc, des fois, c'est bien de vivre. Moi, j'ai envie des fois de dire, c'est déjà aux gens, ne venez pas, c'est moi, ça n'engage que moi, mais ça n'a pas grand intérêt de voir dans les stages même des couples qui sont en pleine lune de miel, qui n'ont aucune contracture, aucun défi, parce qu'on parle aussi de ces choses-là. Là, il y avait un jeune couple qui était là, par exemple, mais ils ont très peu de conflits, au-delà du fait que, bah voilà, que le conflit est difficile, mais ils ont entendu que ça leur servira certainement à un moment donné, et puis ils ont pris plein d'outils. Mais dans la période romantique, c'est bien de la vivre. Voilà. Et on peut même avoir des petits conflits, quand même des réactivités dans la période romantique, mais c'est une période où on idéalise l'autre et tout nous plaît. Comme je disais, même un ronflement devient une douce mélodie à nos yeux, à nos oreilles plutôt. Et voilà. Et là, on sait qu'on rentre dans la seconde phase quand ça commence à nous agacer, puis qu'on commence à le dire. Voilà, là, c'est ce qu'on appelle la période de lutte de pouvoir. On commence à avoir des petites luttes où on se comprend un peu moins bien, où on a l'impression de moins se comprendre, où on commence à être un peu titillé, sentir que ça se ferme parfois, ou pas le sentir, mais commencer à critiquer. Là, c'est la période, donc on est dans la deuxième phase, après 3 ans. Puis je dis même plus aujourd'hui, parce que beaucoup de gens ne vivent pas ensemble, et quand on ne vit pas ensemble, on peut faire durer un peu cette période romantique. Puis chaque personne, c'est différent. Puis donc, dans cette deuxième phase, voilà, où on commence à avoir des conflits, ça serait le moment idéal pour moi pour faire un stage de couple ou même un travail avec un thérapeute ou un facilitateur imago, parce qu'avec un facilitateur aussi, on peut travailler sur le couple, juste sur la connexion, sur justement le coaching, pour les coacher avec les outils, les beaux outils qu'on a. Et, et à ce moment-là, quand il y a moins de choses à déblayer, je dis toujours, c'est si tous les couples venaient à ce moment-là, quand il commence à y avoir des conflits, il y a encore assez de liens pour, en peu de séances, je veux dire, nettoyer l'espace relationnel et donner des outils qui vont les aider toute la vie, qui vont leur permettre de rester dans cet état d'épanouissement, en tout cas d'enchantement de la relation. Et c'est vrai. Sauf que dans la réalité, si on parle de la réalité, les couples viennent, dans 95% des cas, quand ils sont au pied du mur, souvent même quand ils ont tout essayé et puis que c'est la dernière chose, il y en a qui arrivent à dire vous êtes notre dernière solution. Alors c'est sûr, je ne prends pas trop parce que c'est pas le but, c'est pas moi qui vais porter leur relation, c'est à eux ça va être de donner des outils, puis ça va être à eux de se responsabiliser, puis aussi de travailler ensemble. Mais voilà, l'idéal, c'est dans cette période où on commence à se confronter, nos deux mondes, on a deux mondes différents. Voilà, c'est souvent on est dans la fusion, c'est un moment où on défusionne.
On est en fusion plutôt en période romantique, et là, on commence à défusionner, mais sauf qu'on n'a pas les outils, ce qui fait que on va réveiller des blessures de l'enfance et des besoins non satisfaits. Parce que les blessures, on n'est pas obligé. C'est pas obligé d'avoir été frappé ou violenté pour avoir des blessures. C'est juste des besoins non satisfaits qui ont été ressentis comme des choses qui nous ont blessés. Donc ça, c'est important de mettre de la conscience. Donc la troisième étape, c'est ce dialogue, ces exercices pour remettre de la conscience dans ce qui se passe réellement. Ce n'est pas l'amour qui est mis en jeu, c'est juste qu'on a deux mondes différents et on doit apprendre à trouver une langue commune. C'est comme quelqu'un qui parle une chinoise qui rencontre un Français, et puis pour se comprendre, il y en a un qui va devoir apprendre un peu le chinois, et puis le chinois va apprendre aussi le français. C'est ça qu'on fait dans Imago. On va dans le monde de l'autre et on va essayer de comprendre son monde. On n'est pas obligé d'être d'accord. On va vraiment essayer de comprendre l'autre dans son monde. On traverse son monde et on va laisser le nôtre loin derrière. Ça, c'est ça la période de, 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 de conscientisation et la phase d'après, donc c'est le réenchantement. On est dans le réenchantement, dans une nouvelle ligne de miel. Et c'est circulaire, on retourne en ligne de miel. Donc, quand il y a lune de miel, au bout d'un moment, si on ne fait pas des dialogues régulièrement, on va retomber dans les autres stades, etc. etc. D'expérience, j'ai accompagné pas mal de couples thérapeutes imago aussi, donc des thérapeutes aussi qui sont expérimentés ou qui ont 30 ans, 35 ans de vie commune. Mais ils me partagent, et puis ce sont aussi des gens que je connais, et ils me partagent que la lune de miel dure plus longtemps. Alors, ce n'est pas la même lune de miel qu'au début, où on est tout feu, tout flamme. C'est une lune de miel où c'est fluide, où on partage beaucoup de choses, où il y a beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour, et plus de sexualité aussi, bien sûr. Mais c'est plus profond et ça va durer plus longtemps. Et surtout si on continue de faire le dialogue. C'est ça. Si le dialogue, on dialogue régulièrement, on se connecte de cœur à cœur au moins une fois par semaine de cette forme-là. Après, il y a plein d'autres petits exercices pour se connecter et que je donne aussi dans le livre. Les couples font durer, l'enchantement dure plus longtemps. Mais s'il n'y a pas de travail, s'il n'y a pas de dialogue, l'être humain est fait ainsi, c'est qu'on oublie. On voit bien au niveau, je fais toute petite parenthèse, mais on voit bien au niveau écologique comment on dit, il y a des sonnettes d'alarme comme quoi on est en train de détruire la Terre, mais on oublie, on retourne dans le quotidien, on est happé par plein de choses. Il y a plein de choses que l'être humain oublie. Même s'il a fait un super stage, 3 semaines après, on peut retourner exactement là où on était, en sachant qu'il y a ça quelque part. Donc ça met un peu de sécurité, on sait qu'on a des outils quelque part, mais la plupart du temps, nous ne nous mettons pas, je mets nous parce que je me mets dedans, nous ne nous mettons pas au travail et c'est ça qui nous éloigne. Claude, moi j'avais une question par rapport au couple, parce que ça arrive que la lune de miel soit écourtée, qu'elle soit pas très longue, et ça arrive qu'un couple entre assez rapidement dans une période de lutte de pouvoir. Donc, par rapport à ce genre d'histoire, de couple, comment ça se passe le réenchantement? Parce qu'il n'y a pas vraiment de réenchantement, on travaille plutôt directement sur l'enchantement à ce moment-là du couple. Eh oui, moi je connais des couples, je fais partie de ces couples hyper réactifs, j'étais hyper réactif et je pense, c'est un truc qui me vient, c'est moins on a d'estime de soi, moins on a développé un amour de soi et plus on a eu des blessures, plus c'est difficile à cet endroit-là, plus on va être réactif, c'est-à-dire que le moindre chose que va dire le partenaire va nous déclencher. Et c'est boule de neige. Et pour peu qu'il y ait un partenaire qui ait des blessures opposées ou qui réagisse aussi, ça peut. Il y a des couples de feu, là, les maximiseurs, les deux maximiseurs. Ça peut être très très rapidement, et j'ai connu moi beaucoup ça, difficile. Donc dans ces cas-là, oui, c'est comment on apprend à enchanter le couple. Donc on fait des dialogues, mais aussi on apprend à exprimer sa colère d'une certaine façon. On apprend à dire sa colère, mais pas en la balançant à l'autre, parce que en fait, ce que je n'ai pas encore dit, c'est vrai que c'est de prendre déjà conscience que 90%, par exemple, si je prends la colère, l'émotion de la colère, si 90% de ma colère, elle est liée à mon histoire. L'autre, notre partenaire nous appuie sur un bouton, il ne fait que redéclencher ce feu, c'est allumer ce volcan. Mais il n'a pas le pouvoir de nous mettre en colère. La colère, elle existe déjà en nous. Puis, en plus, derrière la colère, il y a très souvent de la tristesse, de la peur, notamment chez les maximiseurs. Ils passent pour des tempêtes de grêle, des personnes agressives, mais derrière, il y a une petite fille ou un petit garçon
qui est triste ou qui a très peur et puis qui réagit comme ça pour se protéger. Donc, c'est vraiment de mettre de la conscience dès le début. On va tout de suite apprendre le dialogue de comment on parle de nos frustrations ou des choses qui ne vont pas. Tout de suite, moi, je vais dans ces choses-là. Puis aussi, j'utilise beaucoup le dialogue parent-enfant au début parce qu'il permet de voir combien on projette sur le partenaire. Moi, j'adore ce dialogue-là qui est pas facile toujours à faire ensemble, seul plutôt, parce que on va vite se reconnaître dans le parent et puis ça peut être confusant, créer de la confusion. Mais il permet de voir combien on projette nos difficultés d'enfance sur notre partenaire systématiquement. Donc moi, je mets beaucoup l'accent sur la conscience avant de remettre du positif, mais on parle aussi de dire ce qui fonctionne dans la relation. C'est-à-dire même pour ces couples-là, on va faire des appréciations à chaque début de dialogue. Chaque début de dialogue, on commence par une appréciation pour ouvrir le cœur. Si ce n'est pas suffisant, je les mets en méditation pour vraiment aller voir leur petit garçon, leur petite fille, puis les prendre dans les bras et pour dire qu'eux, ils sont là pour eux et puis que tout va bien. Ils sont en sécurité. C'est mettre beaucoup de sécurité, tu vois, c'est ça. Parce que moi, je vois dans mes couples, je n'étais pas quelqu'un qui allait dans la vulnérabilité. J'allais vraiment pas du tout dans... je me sentais toujours déclenché, toujours accusé. Donc, c'est vraiment difficile d'y aller si je ne me sens pas en sécurité dans la relation. Dans ton livre, tu parles d'une spirale négative et j'aime bien le concept. Et j'aimerais bien que tu nous en dises plus, à la fois sur qu'est-ce que c'est cette spirale négative et aussi comment on peut faire pour en sortir. La spirale négative, quand tu dis ça, alors je ne sais plus comment je l'ai traité dans le livre, parce que comme je disais, je n'aime pas me relire, je n'ai pas relu non plus X fois, je l'ai écrit comme ça, et puis ce n'est pas en écriture automatique, mais vraiment, ça me venait, comme là, comme je vous parle. Mais c'est vrai que la spirale négative, il y a quelque chose, ça fait penser à une méthode qui s'appelait le cri primal. Dans les thérapies psychocorporelles que j'ai étudiées à un moment donné dans mon cursus il y a longtemps, mais toutes ces thérapies où même j'en ai fait aussi au Québec, qui est le CORE, C-O-R-E, Energetics, CORE Energetics. Mon accent anglais est tellement mauvais que je n'ose pas dire le mot, mais... Et c'est des endroits où on va frapper, on va se mettre en colère, etc. Et moi, ça n'a jamais marché pour moi, par exemple, ça. Et même dans l'Imago, il y avait des dialogues là-dessus, sur le grand contenant, mais qu'on a laissé tomber parce qu'on a découvert dans les dernières recherches des neurosciences, notamment, que ça crée des autoroutes neuronales. C'est pour ça que je parle de spirale, parce que plus on se met en colère, plus on voit ce qui ne va pas chez l'autre, moins ça va dans la relation. Et on crée cette spirale négative. Et c'est pour ça qu'on dit que la thérapie Imago, c'est la thérapie de la joie. Parce que, par exemple, dans le stage Imago, le dernier jour, on a fait, ou même déjà la veille au soir, on rentre dans tous les outils de comment on recrée la joie, comment on réenchante le couple. Et plus on va créer de la joie, plus on va admirer, plus on va féliciter son partenaire, plus on va lui faire des appréciations positives, plus on va créer une autoroute neuronale positive aussi au niveau de notre physiologie, parce que c'est aussi physiologique ce qui se passe. Et moi, j'ai découvert ça parce que moi, la critique, je critiquais tout le temps, puis j'étais avec des partenaires qui faisaient ça aussi, et on allait vraiment dans des endroits où on était toujours sur la défensive et on ne s'en sortait jamais. Et moi, c'est vraiment apprendre, et je n'ai pas fait ça tout de suite au début. Dans les premières années de thérapeute Imago, je ne faisais même pas les dialogues d'appréciation, je l'avoue. Très peu, je le faisais parce qu'on me disait de le faire. Mais je trouvais que ça ne servait à rien, il fallait qu'on parle des trucs importants, il fallait parler des problèmes. Puis jusqu'au moment où, après quelques années, quand même, les couples que je revoyais ou que je recroisais, puis me disaient que ce qui les avait plus marqués et plus aidés, c'était tout ce qui était du domaine des dialogues d'appréciation positive, des remerciements, des comportements aimants qu'on amène dans Imago. Et ça, cette spirale négative, voilà, qui fait qu'on va continuer à critiquer, et c'est l'inconscience, parce qu'on critique des parties de nous-mêmes. Quand on critique l'autre, c'est nous qui critiquons. Mais déjà, cette spirale négative, c'est sûr que sans aide extérieure, c'est compliqué. Parce qu'on a tellement pris des habitudes qu'on a besoin de voir une autre façon de faire. Parce que dans le cabinet, les couples qui arrivent ont envie de continuer comme ça. Puis, je me souviens, c'est Eddie Schleifer qui nous faisait ça en stage, à nous laisser pendant 10 minutes faire comme on voulait. Puis on s'en mettait plein la tête. Puis à un moment, elle fait au bout de 10 minutes, 9 minutes, elle fait stop. Est-ce que vous vous sentez nourri de ce que vous avez vécu? Ben non.
Est-ce que vous avez envie de voir une autre façon de faire? J'adorais comment elle le faisait, Eddy. J'adorais. C'était mon premier stage, c'était mon modèle, vraiment, Eddy. Et c'est seulement quelques années plus tard que j'ai vraiment repris tout ce qu'elle avait vu dans le stage, parce que j'ai compris à quel point c'était important de voir une autre façon de faire et puis de voir le beau, les 80% qui fonctionnent dans la relation. Parce que quand on va voir quelqu'un, si on se remet des gens en question, ça veut dire que 80% de la relation fonctionne. Donc, c'est notre cerveau reptilien, celui qui est là. Alors ça, c'est tout le cerveau, je ne vais pas en parler parce que c'est toute une question à entière, mais notre cerveau fait nous fait croire que rien ne va dans la relation. C'est ce cerveau qui vient de la préhistoire, le cerveau reptilien. Mais c'est parce qu'il déconnecte ce néocortex et qui fait croire que la relation, c'est de la merde, on va le dire comme ça. Mais en fait, non. C'est que la relation, elle fonctionne, c'est qu'on a donné tout. Ce cerveau-là nous fait croire que rien ne va parce qu'il prend toute la place, parce qu'il est là pour la survie, et puis que quand ça ne va pas, on a peur d'être abandonné, peur d'être rejeté, et puis et le cerveau nous fait croire que derrière, il y a la mort, en fait. Il a peur de mourir derrière ça. Mais en fait, c'est important de voir que ça, je dis bien pour les couples qui viennent, parce que les couples qui ne viennent pas, il y en a qui vivent vraiment des choses très difficiles et ils restent là-dedans toute leur vie, mais les couples qui se remettent en question, qui ont le courage et comment on appelle ça, l'humilité aussi de se remettre en question, ces couples-là, je leur dis tout de suite, je dis, si vous êtes là déjà, c'est une grande partie de fait, ça veut dire que 80% de la relation fonctionne et on va cheminer ensemble pour que vous reconnectiez avec le cœur, et de cette connexion-là, vous déciderez si vous avez envie de rester ensemble ou vous séparer. Moi, je ne suis pas là pour vous dire vous restez ensemble. Moi, je suis là pour vous dire reconnectez-vous, mettez de la conscience, de l'empathie aussi. Prenez à comprendre ce que vit l'autre, et à partir de là, que vous restiez ensemble ou vous sépariez, en tout cas, vous serez plus en paix à l'intérieur. Claude, est-ce que tu pourrais nous parler des 4 piliers du couple? Donc, les 4 piliers que tu nommes, c'est le projet de couple, la communication, la tendresse et la sexualité. Moi, j'ai trouvé cette partie de ton livre passionnante, vraiment. Écoute, j'ai voulu faire un petit résumé parce qu'en fait, les piliers, c'est amusant parce qu'il y en a qui parlent de 2 piliers, de 3 piliers, puis 3, ça fait bancal. Donc, j'ai mis 4 parce que c'est vrai qu'une chaise avec 3, ça fait bancal. Mais c'est vrai que s'il en manque un des 4, ça fait un peu bancal. S'il en manque 2, la relation, souvent, elle est vraiment pas possible dans la durée. C'est pour ça que j'ai mis ça. Puis, il y a plein de grilles différentes. Moi, j'ai parlé de mon expérience vraiment en cabinet, puis de ce que je ressens. C'est vrai que le premier pilier du couple, et on l'entend souvent, moi j'ai entendu pas mal aussi, et je le remarque, les couples parfois, ils souffrent de ne pas avoir de projet commun au-delà des enfants. Alors pour un couple jeune, c'est sûr que les enfants, ça fait la job, comme on dit au Québec, mais ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire que les enfants, quand ils ne sont plus là, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de couples qui ont bâti leur relation sur la famille, sur les enfants. Le jour où le dernier enfant part de la maison, ou le seul enfant, c'est l'enfant unique, mais ils se retrouvent démunis, et il y a un travail à faire de deuil et de redémarrer une autre relation. Et c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait maintenant ensemble? Et donc, le projet commun, pour moi, il est vraiment important. Ça peut être, comme moi, mon projet, c'est vraiment de voyager aujourd'hui et d'enseigner, de transmettre plutôt, pas d'enseigner, j'y tiens. J'étais enseignant, aujourd'hui, j'aime bien transmettre à un même niveau. J'ai envie de transmettre tout ce que j'ai appris, parce que je n'ai pas grand-chose à enseigner si c'est sur le couple, mais c'est plutôt à transmettre. Et c'est vraiment ça, c'est de voyager et en même temps profiter voilà, de faire des stages et de voyager en même temps. Donc, moi, c'est un des projets communs que j'ai envie de développer avec ma partenaire. Donc sans ça, c'est vraiment difficile de cheminer, d'enchanter le couple, on va dire, dans la durée. Parce que le livre, quand on dit enchanter le couple, le but, c'était aussi de parler de comment on fait pour faire durer la relation, si elle a besoin de durer, hein, parce qu'il n'y a pas d'injonction qu'il faut rester 30 ans ensemble pour dire qu'on est un vrai couple. Mais le but, c'est pour ceux qui ont envie, et il y a plein de belles choses en plus dans la durée. Moi, j'accompagne des couples qui ont 30 ans de vie commune et qui ont beaucoup de vie ensemble. C'est très beau ce que j'entends et ça fait envie. Donc ça, c'est le premier pilier. Le deuxième, la communication, ça me paraît évident si je résume, puisque on sait comment
communiquer, mettre en commun. Si c'est pour ne pas vouloir mettre en commun et parler et d'être seul et d'imposer ses idées, ben, quelle idée, pourquoi se mettre en couple? Être communiqué, c'est aussi c'est de se sentir, j'ai envie de mettre ça avec, parce que c'est un concept vraiment important pour moi, c'est d'être en couple, c'est ça, c'est mettre les choses en commun, mais pas tout, et c'est se sentir libre aussi. Communiquer, ça ne veut pas dire tout partager, ça veut dire comment je peux me sentir au moins aussi libre quand on est à deux que quand je suis seul. Ça fait partie de ça pour moi. Et c'est ça que j'ai envie de créer, c'est une communication qui rend libre, qui crée du lien, mais qui crée de la liberté. Et c'est sur ce point-là. Alors, je pourrais en parler longtemps, j'en ai parlé un peu, mais c'est un point qui mérite d'être développé et que ça peut-être un prochain livre. Mais je ne vois pas ça souvent. Je ne vois pas ça souvent chez les couples. Je ne vois pas des couples qui se sentent vraiment libres souvent. On se sent enfermé. Ben oui, mais je ne peux pas continuer à faire ça. Je pense à des couples de mes élèves, par exemple, quand j'étais prof, que j'ai revu après. Ah, j'adorais, je faisais du foot, mais depuis que je suis en couple, j'ai plus le droit de faire de foot. Ça n'a pas de sens pour moi. Si je ne peux pas être dans ce qui m'anime et tout ça, à un moment donné, on va le reprocher au partenaire et puis on va perdre la connexion et on va se faire du mal parce que ben, on se sent plus libre. Donc, comment je peux me sentir libre tout en respectant le lien et le couple? Voilà ce que j'ai envie de dire sur le couple. Le troisième, c'était lequel dans l'ordre? J'aime bien. Ah, c'était la tendresse et après la Ah oui, sexualité. oui c'est vrai, c'était même avant. J'ai mis la tendresse après la communication et la sexualité, parce que tendresse, sexualité, pour moi, en plus, c'est assez lié. Mais je voulais vraiment séparer les deux parce que, notamment, on va dire, je vais faire une généralité, je vais me faire des ennemis en disant ça, mais chez le masculin, les deux, c'est ça, c'est que les deux sont très souvent, nous, on a besoin de vivre de la sexualité pour aller vers la tendresse. Mais ça peut être aussi de la tendresse dans la sexualité. Hein, mais la tendresse, c'est-à-dire que souvent, quand je parle sexualité, c'est se donner des rendez-vous de tendresse, de sensualité. Et à partir de ce moment-là, une fois qu'on se donne ces rendez-vous-là, ben, très souvent, la sexualité va venir. Et là, je parle pour les couples après la période romantique. Parce que la période romantique, on a tous les deux envie de faire l'amour. Très souvent, le désir, il est des deux côtés. Puis, on ne se pose pas la question. Puis, on s'alimente beaucoup comme ça. Mais le jour où les hormones font moins effet, où il y a moins de désir chez l'un parfois, où il y a des tensions qui se créent, donc automatiquement, ça a un impact sur le désir. Si on attend que les deux aient du désir pour faire l'amour, on ne fait plus du tout l'amour. Donc, et c'est ce qui arrive dans un nombre incalculable de couples. Ça ne se sait pas, c'est tabou. Les gens ne vont pas le crier sur les toits. Mais le nombre, dans un stage de sexualité pour couple, au moins la moitié des couples ne font plus l'amour depuis longtemps. Et c'est pour ça que pour moi, la sexualité, c'est le couple. S'il n'y a pas de sexualité, on est des amis, disaient des autres. Après, c'est plus subtil. C'est beaucoup plus subtil. Je connais des couples asexuels. C'est un choix. Et puis, ça a du sens quand je les écoute. Mais très souvent, quand il n'y a pas de sexualité, il y a quelque chose qui, on peut le voir dans le corps, hein, il y a quelque chose qui s'assèche, il y a quelque chose qui est plus en connexion, il y a quelque chose qui est plus vivant dans le couple. Dans l'amitié, ça reste vivant l'amitié parce que justement, la sexualité n'est pas là. C'est toute la différence. C'est de l'amour, l'amitié, mais il n'y a pas de sexualité, il n'y a pas ces enjeux-là. Donc pour moi, la sexualité est importante à cet endroit-là. Et la tendresse, elle est importante pour créer de la sexualité, notamment tout le temps. La tendresse, on peut donner de la tendresse, même quand on ne sent pas l'envie de faire l'amour. Rien ne nous empêche de prendre dans les bras, de regarder son partenaire avec des yeux doux, de se masser le soir en regardant un petit film ensemble, de se faire des appréciations. Ça va créer la sexualité. Après, je dis ça beaucoup pour mes collègues hommes, mes amis hommes, mais pour, j'ai un ami qui s'appelle Jean-Philippe Ruette aussi, qui au Québec parle énormément, il parle tellement bien ça de la tendresse et de la nécessité pour les hommes aussi de, 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 de se connecter, de travailler aussi la connexion, la tendresse pour que la femme puisse s'ouvrir. Parce que sans la tendresse, une femme ne va pas pouvoir ouvrir son sexe. Et c'est pour ça que et la tendresse, quand on parle de communication, c'est important de communiquer, mais c'est pas besoin de mettre beaucoup de mots. Parce que des fois, les hommes disent, mais moi, j'ai pas les mots, il faut toujours parler. C'est pas ça que je dis. Je comprends, moi aussi, des fois, j'ai pas envie de parler, mais il n'y a pas besoin de parler. C'est juste de se connecter à l'autre, de montrer son amour d'une façon comme d'une autre, sans forcément passer par la sexualité, qui est le langage le plus facile pour le masculin, je dis bien en général, mais
moi, j'invite vraiment, et c'est vrai que mon prochain livre, je pense que je voulais écrire un livre sur les hommes dans le couple, mais on a beaucoup à apprendre, nous, des femmes à cet endroit-là, qui ont envie de cheminer. Et on a beaucoup à les écouter. Parce que si on ne les écoute pas, à un moment donné, on ne peut pas forcer. Si on force, si on les accuse de ne pas avoir de désir, si on les accuse de ne pas vouloir faire l'amour, qu'est-ce qui va se passer? Ben, ça va être contre-productif. Elles vont se fermer encore plus. Et puis, si elles disent oui à un moment donné, elles vont vivre l'intrusion pour ne pas parler plus que l'intrusion. On va même jusque dans l'abus. Donc voilà, ça c'est tout un sujet. Je voulais parler un petit peu sexualité parce que j'en parle dans le livre et que c'est vraiment un sujet encore tabou. Parce qu'on peut parler de sexualité de plus en plus, mais on ne parle pas dans les couples de sa sexualité. Peu de couples, vous je sais à qui je parle en disant ça, vous qui êtes aussi des spécialistes dans ce domaine-là. Donc, moi, j'ai à cœur vraiment à parler de ça de plus en plus et d'animer de plus en plus de stages là-dessus. Merci pour cette digression un petit peu au sujet de la sexualité. Enfin, je ne veux pas m'exprimer pour Sabrina, mais moi, je suis en plein accord avec tout ce que tu viens de dire. Et j'observe les mêmes choses et j'essaye de faire passer le même message avec des mots différents, mais c'est vraiment le même message. Donc, vraiment, merci cet alignement que je sens entre nous en ce moment-là. Tout à fait, merci. Je vais te Ça fait du bien. demander, je vais te demander, tu nous as préparé un petit atelier, c'est ça? Qu'est-ce que c'est alors cet atelier? Cet atelier, c'est pour vraiment aider, que ce soit que les personnes, vous soyez en couple ou célibataire, c'est vraiment pour, hum, pour cheminer seul quand soit le partenaire n'est pas disponible, le ou la partenaire, hein, je dis le, mais on dit un partenaire, mais c'est le et la toujours. Et c'est quand le ou la partenaire n'est pas disponible pour nous aider à comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que dans le dialogue imago, on ne va pas critiquer l'autre, on va juste aller voir nos 90% et demander au partenaire, est-ce que tu veux bien venir m'aider à comprendre pourquoi je suis frustré quand tu dis ça ou quand tu fais ça. Si le partenaire n'est pas disponible ou si je suis célibataire et que je veux comprendre quel partenaire j'ai été et puis quel partenaire j'ai envie d'être, ben j'ai préparé un petit voilà, un document pour vraiment vous aider à faire ce cheminement seul. En fait. Merci, parce que en plus de ça, je trouve que ça permet, ton exercice permet de réintégrer aussi dans le cheminement Imago et dans le travail de conscience qui se fait avec Imago, des gens qui ne sont pas nécessairement en couple à l'instant T, quoi. Enfin, qui le seront peut-être plus tard, qui l'ont été, qui peut-être le seront vraiment beaucoup plus tard, on ne sait pas, mais en tout cas, qui peuvent bénéficier aussi de ce travail de conscience. Je trouve ça formidable. Vraiment, merci d'en parler parce que moi, je n'ai pas le temps de travailler beaucoup avec les individuels, mais j'ai de plus en plus, depuis le livre, j'ai plein de demandes pour accompagner, pour les personnes, pour comprendre pourquoi ça n'a pas marché, parce qu'elles ne peuvent pas changer l'autre, parce qu'il n'est pas là, et puis de toute façon, on n'a pas à changer l'autre, ça passe par soi, et qui veulent vraiment comprendre. Et j'en fais de plus en plus, et moi, j'invite vraiment tous les personnes qui veulent cheminer aussi, qui sont seules, mais qui veulent aussi, comment dire, nourrir le couple intérieur, parce que c'est ce couple-là pour rencontrer la personne qui va nous correspondre, entre guillemets, il y en a, mais avec qui ça va matcher. Allez voir les facilitateurs aussi qui sont formés pour ça. Moi, je le dis aussi, on est beaucoup aujourd'hui, et puis il y a beaucoup de personnes qui peuvent accompagner, c'est un magnifique travail. Vraiment. Merci de le nommer. Et puis, Pour le bonus, tu as la gentillesse d'offrir 10 exemplaires de ton livre, c'est ça? C'est Oui, superbe. oui je l'ai écrit pour diffuser, pour vraiment que les couples aient envie de demander de l'aide quand ça ne va pas seulement faire seul. Bah, quand on peut, avec le livre, tant mieux s'ils n'y arrivent qu'avec le livre, mais s'ils n'y arrivent pas, c'est aussi que les gens osent demander, je l'écris dans le livre, osent, il n'y a pas de honte à demander de l'aide, c'est pas parce qu'on est malade ou qu'on est fou, c'est juste qu'on a besoin tous de l'aide, on est des êtres sociaux, on ne vit pas sur notre île seul, on a besoin des autres aussi pour grandir. Donc ce livre, il est là pour ça, pour diffuser, donc je suis très heureux d'offrir 10 livres. Dis-moi, Claude, ce livre, tu l'as écrit pour quel public? J'imagine que c'est pour un public assez large. Est-ce que tu peux donner un petit éventail des personnes qui pourraient être amenées à le lire? Franchement, la maison d'édition m'a demandé de faire un livre pour le couple. Mais moi, je vois que je l'ai écrit quand même aussi pour
les célibataires. J'ai beaucoup de périodes célibataires, je veux dire, en tout cas, j'étais plus célibataire qu'en couple. Et je pense que c'est là la base. C'est, quel que soit l'âge, soit pour les jeunes, moi je l'ai fait relire à 3 jeunes de 20 à 25 ans. Ils m'ont posé des questions, ils m'ont dit que c'était génial, puis ils apprenaient beaucoup de choses et j'étais tellement touché. Donc c'est aussi pour les jeunes, c'est aussi pour les jeunes, pour tout âge. Ma mère, elle a adoré, vous dites, elle a 80 ans. Donc, bon, elle n'est pas objective, c'est ma mère. Mais ce que je veux dire par là, c'est que oui, c'est fait, il y a pas, je pense que c'est vraiment pour tout le monde. Je l'écris, je pense, avec mes mots. Je suis quelqu'un de simple, en tout cas, j'ai envie de continuer à nourrir ça. Et j'ai envie que ça soit simple, que tout le monde puisse. Il est facile à lire, je pense. C'est ce qu'on me renvoie, en tout cas, ça fait que 2 semaines qu'il est sorti, mais des échos que j'ai eus. Et je pense que tout âge, célibataire ou en couple, vraiment. Au début d'une relation, oui, parce qu'il y a tous les outils pour enchanter le couple et les couples de longue durée pour réenchanter le couple. Je pensais, moi également, aux thérapeutes. Ça peut être très intéressant pour les thérapeutes de couple de lire Alors, l'ouvrage. je vais te dire franchement, ma petite vulnérabilité, toujours, ça a été justement que ce livre soit lu par mes collègues thérapeutes imago, par mes pairs. Et ça reste une vulnérabilité chez moi, ça fait partie de mes zones. Il y a toujours ce côté, oui, mais ça a déjà été dit, ils vont rien apprendre, etc. Mais vous m'avez dit que vous aviez... Non. J'ai appris plein de trucs. Ouais. Et justement, ce que j'ai trouvé magnifique, c'est que ce que j'ai lu dans ton livre, je ne l'ai pas lu dans les livres d'Arvid et Hélène. Et je les ai lus et je les ai énormément appréciés, les livres d'Arvid et Hélène. Moi, il y a quelque chose que j'ai trouvé original, c'est les QR codes. Et ça, on n'en a pas parlé Un encore. petit peu au début. Et un petit peu, mais ça, c'est vraiment une originalité et c'est chouette d'entendre ta voix dans des exercices. Superbe. Je veux bien dire 2 mots là-dessus, oui, parce que souvent, quand j'étais le relaxologue, je forme les relaxologues encore un peu dans une école qui était vraiment belle pour moi, l'école ISM. Les gens me demandaient d'enregistrer à chaque fois, ils mettaient tous leur magnétophone parce qu'ils trouvaient que j'avais une voix sophologue, une voix qui apaisait. Et je sais que c'est pour ça que l'idée était venue, parce que si on fait des dialogues imago, mais sans se préparer avant, autant lire une liste de courses, ça fait le même effet. C'est pas ce qu'on se dit qui est important, c'est la connexion. Donc, je voulais faire vraiment, et comme ça a été mon métier aussi, j'ai proposé deux méditations pour préparer le dialogue de base, et puis le dialogue parent-enfant qui est aussi spécifique. Et c'est ça, c'est venu comme ça. Puis j'ai enregistré, voilà, c'était amusant à Montréal. Ça a été l'occasion de rencontrer de belles personnes dans le studio. C'est une belle aventure aussi. Merci pour cet entretien qui est vraiment très chouette. On a appris plein de trucs. Et vraiment, je suis très heureux d'avoir eu l'occasion de t'écouter sur le sujet d'Imago, sur le sujet de ton livre. Merci beaucoup, Claude. Merci, Claude. Merci à tous les deux. C'était un réel plaisir, mais vraiment. Vraiment.